En juin 2020, un homme viole Jennifer. Elle est travailleuse du sexe, il lui demande une prestation et elle refuse. Il la frappe, la menace et la viole. Quelques jours plus tard, elle le reconnaît dans la rue. Il s'ensuit une bagarre à coups de couteau. Le pronostic vital de l'homme est engagé. Même si c'est ce viol qui a conduit Jennifer à ce procès, les magistrats ont convenu que ce n'était ni l'endroit ni le moment pour parler du viol. Le positionnement de la justice est clair. Il s'agit de criminaliser les femmes qui se défendent de leurs agresseurs. Leur colère n'est pas acceptable, leur violence n'est pas acceptable, leur autodéfense n'est pas acceptable. Salut, je m'appelle Zoé, je suis une militante féministe et anticarcérale. Je fais aussi partie du comité de soutien à Jennifer, qui est une femme trans incarcérée depuis juin 2020 pour avoir poignardé son violeur. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de féminisme et d'anticarcéralisme. Et je voulais aussi en profiter pour parler du communiqué de soutien à Jennifer qu'on a fait paraître suite à son procès qui a eu lieu en juin 2021. Donc dans cette vidéo, l'idée, c'était de considérer la prison comme une question féministe. Et je voulais proposer des éléments de réponse aux questions suivantes. La prison sert-elle vraiment les intérêts des femmes? Quelles femmes sont confrontées à l'institution carcérale et quelle est leur situation? Et finalement, comment on peut penser le féminisme et l'anticarcéralisme. Donc je voulais commencer par la justice et voir un peu comment on pouvait la considérer en des termes féministes. La justice, elle fonctionne en prononçant une peine ou pas suite à un comportement qu'elle va juger de manière isolée en fait de notre société. Si on applique cette logique-là aux logiques des violences faites aux femmes, en fait, la justice, elle vient traiter des cas de violences sexistes en faisant comme si, en fait, derrière, il n'y avait pas tout un système qui structurait ces violences-là et qui faisait de ces violences-là des phénomènes systémiques. Du coup, on peut parler de projet libéral. La justice est un projet libéral au sens où elle vient nier, en fait, l'idée d'un patriarcat, d'un système d'oppression des femmes. Elle vient traiter les cas en les individualisant et vient nier le patriarcat. Et c'est en ce sens-là qu'elle protège le patriarcat. La protection des violeurs et plus globalement des agresseurs, c'est un mécanisme, une logique centrale du patriarcat. C'est un prérequis finalement pour que les hommes puissent continuer à violer et agresser sans être inquiétés. En fait, cette protection des agresseurs, elle vient opérer partout, tout le temps. Que ce soit dans la famille, quand la famille refuse de croire la victime, que ce soit à l'université, quand l'université refuse de licencier des profs harceleurs, que ce soit dans l'espace public quand on se fait agresser et que personne réagit. C'est quelque chose qui a lieu dans toutes les institutions. Et il faut bien comprendre que la prison, la justice, elles ont un rôle central dans la protection des violeurs. Il y a qu'à voir tous les mécanismes institutionnels donc par la police et par la justice qui permettent en fait de protéger concrètement les violeurs et les agresseurs. Par exemple, tout ce qui est fait pour dissuader les femmes de porter plainte quand elles sont racisées et que la police est profondément raciste, quand elles sont trans et que la police est transphobe et transmisogyne, quand elles sont travailleuses du sexe et que la police est putophobe. Seulement une femme sur 10, selon les meilleures estimations, porte plainte. Une fois que les plaintes sont déposées, 60% d'entre elles sont classées sans suite. Et pour celles qui ne sont pas classées sans suite, il y a toutes les plaintes pour viol qui sont requalifiées en agression sexuelle pour donner plus de chances aux victimes d'avoir une décision de justice qui vont dans leur sens. Donc cette requalification des viols en agression sexuelle, elle assure aux violeurs des peines moins lourdes. Et donc ça, voilà, c'est que certains exemples de tout ce qui est structuré par la police, la justice, pour finalement incarcérer une minorité des violeurs pour protéger tous les autres. Et bien sûr, la prison étant une institution profondément raciste et classiste, qui va enfermer en majorité les hommes des classes populaires, les hommes racisés, cette minorité incarcérés pour viol et agression sexuelle va être du coup en majorité également des personnes noires et arabes et des classes populaires. La criminalisation des agresseurs et des violeurs
devient un outil supplémentaire pour l'État, d'incarcérer toujours les mêmes, les hommes pauvres et racisés, en sachant que c'est eux qui vont toujours correspondre au coupable idéal, au violeur idéal, à l'agresseur idéal. Quand, les agressions et les viols interviennent, dans tous les milieux sociaux, indépendamment de la race. Et pendant ce temps-là, un homme accusé de viol est nommé ministre de l'Intérieur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas parlé des femmes qui sont directement confrontées à l'administration pénitentiaire, à la prison, et qui sont opprimées, en tant que telles. En premier lieu, il y a les femmes, incarcérées. Bien sûr, elles sont soumises à toutes les violences, que subissent, de base les prisonniers, qui passent, aussi beaucoup par les conditions d'incarcération, parfois avec des punaises de lit, de manière systématique, une surexploitation du fait de l'absence du code du travail, en prison. Et c'est sans parler, d'un mauvais accès à la santé, des violences de matons, de la surpopulation carcérale et j'en passe. Et en plus de ça, les femmes incarcérées, sont confrontées à des violences qui leur sont propres en tant que femmes incarcérées. Ça passe par un contrôle de la sexualité qui est encore, plus fort pour les femmes. Ça passe par une exploitation au travail qui est encore plus prononcée, dans des activités de travail souvent très genrées. Ça passe par, la précarité menstruelle, ça passe par les violences, gynécologiques, toutes les violences liées, au fait à la maternité, en prison. Et ça passe aussi notamment par un isolement encore plus fort chez les femmes que chez les hommes, tandis que les hommes, incarcérés bénéficient souvent de soutien de la part, des femmes dans leur entourage. Les femmes incarcérées, n'ont pas forcément, ce même, soutien et ce qui nous emmène, par ailleurs à la situation des proches de prisonniers qui sont, à 90 des femmes et qui, elles aussi, sont confrontées à des violences vis-à-vis de l'institution carcérale. En effet, les femmes proches de prisonniers voient leur temps accaparé par, la prison. Elles subissent également certaines formes de pression, de violence de la part, des matons. Enfin, l'incarcération de leurs proches est souvent synonyme, de la perte, d'un revenu pour leur foyer, et donc de précarisation et du coup, tout ça qui engendre, bien sûr des problèmes récurrents de santé mentale. Parmi, les violences auxquelles peuvent être confrontés les proches de prisonniers, il y a toutes celles qui peuvent intervenir, lors de l'accès, au parloir. Par exemple, pour les femmes, voilées qui, à cause de l'islamophobie de certains matons, peuvent voir leur accès au parloir, annulé. On peut aussi parler, de celles qui subissent des commentaires, sexistes, vis-à-vis de leur tenue, quand elles viennent en prison. On peut parler des fouilles, parfois des fouilles à nu, qui sont des pratiques illégales qui peuvent être, imposées, aux femmes proches de prisonniers et bien sûr, ce ne sont que des exemples. Par ailleurs, les proches de prisonniers mènent un ensemble d'activités typiquement féminins. Ça peut être des activités, liées au travail de care, du travail émotionnel, ça passe par les parloirs, par, les courriers, par les appels téléphoniques. Tout ce qui est travail domestique aussi comme, le linge, et cetera et tout ce qui est travail administratif, donc lien avec les avocats, demande de parloir. Donc c'est beaucoup d'administratif. Je pense qu'il est aussi important de parler, de la criminalisation des femmes. Il faut savoir que, de manière générale, les femmes vont être moins sévèrement punies par, la justice. Et ça, c'est pas du fait des bonnes grâces de la justice, mais bien des stéréotypes sexistes sur lesquels elle se base pour, rendre ses jugements. Que ce soit les stéréotypes, de la femme folle, de la femme, influençable, parfois même en danger, voilà, de la femme naïve. Tout autant de stéréotypes qui vont faire qu'elles seront moins jugées responsables de leurs actes. Mais c'est sans parler, de en fait toutes les formes de contrôle social qui existent depuis la naissance, spécifiques aux femmes et qui va limiter, le passage à l'acte pour certains délits et certains crimes. Et par ailleurs, la justice va privilégier d'autres formes de peine que l'incarcération, telles que, l'enfermement psychiatrique, plus de sursis avec mise à l'épreuve, enfin plus de peines alternatives de manière générale, telles que, des suivis, sociaux, psychologiques. Toutefois, pour certains faits, les femmes vont être jugées, aussi sévèrement que les hommes,
parfois même plus. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est celui des adolescentes roms qui sont de manière très régulière incarcérées pour des faits de vol et qui vont être, autant envoyées en prison que leurs, homologues masculins. Et c'est bien sûr là, toute une idéologie raciste qui vient légitimer cette, forte répression, et qui vient naturaliser en fait des comportements, de vol et les assimiler à une soi-disant culture, voilà, qui est bien sûr, quelque chose de très raciste. Le deuxième exemple, c'est, les femmes qui vont être jugées pour des comportements opposés à ce qu'on attend d'une bonne mère ou d'une bonne épouse. Où là, elles vont subir des peines, de prison très lourdes, très longues. Pour conclure, on peut considérer, la prison comme une institution patriarcale, car elle repose sur, l'oppression et l'exploitation des femmes prisonnières et proches de prisonniers. La prison est patriarcale et la justice et la police aussi, parce qu'elle joue un rôle central dans la protection des violeurs et des agresseurs. La prison est par ailleurs une institution raciste et classiste. Elle incarcère avant tout les hommes racisés et des classes populaires. Et à ce titre, la prison est à détruire, car on ne peut pas envisager un projet féministe qui repose sur une institution raciste et classiste. On doit penser un projet féministe et anticarcéral pour la libération de toutes les femmes et pas seulement celle des femmes bourgeoises et blanches et cis. Je vais maintenant un peu plus m'attarder sur, le communiqué qu'on a sorti avec le comité de soutien à Jennifer suite à son procès qui a eu lieu début juin 2021. Pour celles qui ne connaissent pas sa situation, Jennifer est une femme trans incarcérée depuis juin 2020 pour avoir, poignardé son violeur. Jusqu'à présent, avec le comité de soutien, on avait fait le choix de communiquer uniquement sur sa situation en prison, sur ses conditions d'incarcération. Pour rappel, au début de sa détention, elle était placée à l'isolement dans le quartier homme de la maison d'arrêt de Seyss pendant 9 mois. Son enfermement chez les hommes était uniquement lié au fait qu'elle est trans. Au début, l'accès au parloir pour ses proches était très compliqué. Ses amis, les plus proches ont dû multiplier les demandes de parloir. Un des membres du comité a ainsi, obtenu un permis de visite après cette demande. Et l'accès aux produits en prison, pour elle, a été aussi très compliqué. Elle attend ainsi, un lecteur DVD qu'elle a commandé il y a des mois de ça. Notre priorité en tant que comité de soutien était, d'éviter toute répercussion possible lors de son procès ou de son incarcération et d'essayer d'améliorer ses conditions d'incarcération pour rendre son quotidien plus digne. Suite à son changement d'état civil, elle a été transférée dans le quartier pour femmes, dans la même prison. Et depuis ce jour-là, nous continuons à tout faire pour la soutenir émotionnellement et matériellement. Maintenant que son procès est passé, nous souhaitons rendre public notre positionnement sur le fond de l'affaire et sur son traitement juridique. En juin 2020, un homme viole Jennifer. Elle est travailleuse du sexe, il lui demande une prestation et elle refuse. Il la frappe, la menace et la viole. Il lui vole son argent, toutes ses affaires, son sac et son téléphone. Quelques jours plus tard, elle le reconnaît dans la rue. Elle crie « C'est lui qui m'a violée » et s'ensuit une bagarre à coups de couteau, à la suite de laquelle le pronostic vital de l'homme est engagé. L'agresseur, dont la vie n'est plus aujourd'hui en danger, a prétendu pendant le procès que Jennifer l'avait agressé parce qu'il avait refusé de lui donner de l'argent. Pourtant, les témoins de la rixe corroborent la version de Jennifer. Même si c'est ce viol qui a conduit Jennifer à ce procès, les magistrats ont convenu que ce n'était ni l'endroit ni le moment pour parler du viol. Le positionnement de la justice est clair. Il s'agit de criminaliser les femmes qui se défendent de leurs agresseurs. Leur colère n'est pas acceptable, leur violence n'est pas acceptable, leur autodéfense n'est pas acceptable, leur vengeance n'est pas acceptable. Pendant le procès, le juge a insisté sur le fait que Jennifer n'a pas porté plainte au commissariat. Mais Jennifer, en tant que femme trans, travailleuse du sexe, n'a jamais eu accès aux plaintes. Avant cette histoire, Jennifer a subi de nombreuses agressions sexuelles et a tenté à plusieurs reprises de porter plainte. La police a refusé chacune de ces plaintes. Et c'est sans parler des propos transphobes et transmisogynes des flics au commissariat pendant qu'elle tentait de déposer plainte. Pendant le procès, un ami de Jennifer est cité. C'était au moins une dizaine d'agressions par an pendant 15 ans. Au commissariat, on nous insulte. On nous dit « les travelots sont sortis ».
Jennifer n'a jamais eu accès à la justice et à la réparation. Une expertise psychiatrique a été réalisée auprès de Jennifer dans le cadre de son enquête. Selon cette expertise, elle présenterait une dangerosité sociale et une incapacité à gérer sa colère. Cette pseudo-expertise s'aligne avec la rhétorique transmisogyne classique. Les femmes trans seraient en fait des hommes déguisés en femmes. Ce seraient des usurpatrices violentes et dangereuses. Pendant le procès, les magistrats n'ont pas manqué une seule occasion de ramener Jennifer à son sexe assigné à la naissance, pour faire d'elle la coupable idéale, incontrôlable, dangereuse, violente. Et quand je parle de ramener Jennifer à son sexe assigné à la naissance, je parle de comportements transphobes classiques. Des mentions du dead name de Jennifer, c'est-à-dire de son prénom de naissance. Il y a eu des mégenrages, donc des magistrats qui l'appellent monsieur. Et on a aussi noté l'utilisation de termes transphobes comme travesti et j'en passe. Pour la justice, peu importe le fait que ce soit un viol qui soit à l'origine de cette histoire. Ce n'est pas ce violeur qui est dangereux, ce n'est pas les auteurs des nombreuses agressions sexuelles qu'elle a pu subir avant celle-ci qui sont dangereux. Selon l'expertise psychiatrique et le tribunal, c'est bien Jennifer qui est dangereuse. En témoigne la peine prononcée à l'encontre de Jennifer. 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes, et 10 000 € d'indemnisation à verser. On continue à faire appel à votre solidarité. Relayez cette vidéo, relayez notre communiqué. Continuez à lui envoyer de l'argent pour payer les frais liés à sa détention et ses frais de justice. Et continuez à lui écrire. Et pour cela, contactez notre comité pour recevoir toutes les informations nécessaires. Solidarité avec Jennifer. Solidarité avec tous les prisonniers et prisonnières et leurs proches. Et que crève la tôle. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié.